en me disant, OK, si je prends 50% à 1 pour 1, est-ce que ça vaut le coup? Et puis je laissais l'autre avec un trailing stop. Est-ce que si je prenais 2 tiers de ma position, c'était plus rentable? Ou 1 tiers? Ou est-ce que j'attendais qu'elle fasse 2 pour 1, etc. Donc je fais des simulations et c'est jamais 100%, hein, mais si j'ai des statistiques positives, je peux comparer, donc ce qui est le mieux. Et du coup, c'est presque automatique dans ma gestion. Et donc, je n'ai pas à réfléchir si le marché commence à être contre moi. Statistiquement, je sais quel va être ce que je dois faire. Pour une personne débutante, donner quoi comme conseil? Par exemple, il a 5 gammes d'affilée, il est dans l'euphorie. Ça m'est arrivé personnellement. Oui. Tu es dans l'euphorie, tu fais ta position, l'effet de levier va augmenter, et paf, ça va. Oui, alors, donc je vais répéter pour la vidéo. Donc, pour un débutant qui a 5 positions gagnantes, après, vous doublez, vous prenez plus de risques? On faisait ça au départ. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ce qui est pas mal dans les risques, c'est de raisonner plutôt en pourcentage. C'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, avec la stratégie momentum, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre compte grossit, si vous mettez 1%, eh ben, c'est toujours 1% qui grossit. Donc, un éclaircissement. En fait, c'est au lieu de prendre des chiffres au hasard, 1 sur 1, 2, etc., on peut aussi faire une optimisation. Et là, donc, en fait, ça nous donne un meilleur résultat pour savoir quels sont les paramètres optimaux qui permettent d'optimiser sa stratégie. Oui, alors c'est ça l'optimisation, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je fais des simulations et c'est facile sur Excel et autres, c'est-à-dire que est-ce que au contraire, je prends jamais de profit entre les deux, mais je bouge mon stop loss. Est-ce que je bouge mon stop loss? Comment je le bouge? Donc je fais des simulations. Et alors quelquefois, voilà, c'est jamais 100%. Mais si on a un pourcentage positif au long terme, on est vraiment gagnant et surtout, on a beaucoup éliminé d'émotions puisque, comme je dis, on subit plus le marché, mais on sait ce que va faire en fonction du marché, ce qui va se passer. Donc, la suivante. Alors aussi une stratégie, ce qui est important, c'est de pouvoir reproduire ses résultats. Parce que imaginons, surtout au début, on a un copain qui a dit voilà, tu dois te mettre sur Nvidia. Donc ça marchait très bien. Et puis après, on fait quoi? On rappelle le copain pour qu'il nous redonne une position. Sauf que c'est peut-être pas obligatoirement bon. On ne sait pas comment il a trouvé cette idée de Nvidia parce qu'il a suivi tout le monde ou autre. Donc on doit avoir notre propre stratégie et qui puisse reproduire des résultats. C'est ça, on doit pouvoir toujours reproduire nos résultats et qui doivent être statistiquement profitables. Donc c'est toujours pareil. C'est Eric Lefort qui en parle beaucoup. J'imagine que toi aussi. On fait des statistiques pour savoir si la stratégie est toujours profitable. Oui, alors je vais justement faire un post, je voulais faire aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je ferai lundi. Ce qui est très intéressant, c'est de revenir sur le passé. Donc pour SpaceX, il y avait, vous êtes jeune, mais moi je me rappelle de l'entrée en bourse de Facebook, qui était une entreprise absolument pas rentable et qui était totalement surévaluée. Et donc ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé. Alors, la différence de SpaceX, c'est que Facebook, dès le premier jour, elle est descendue. Mais on voit exactement après qu'au bout de 4-5 mois, il y avait une entrée possible. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est descendue et elle est remontée. Donc, vous la laissez descendre. C'est toujours pareil, hein, une action, vous la laissez descendre. Il n'y a pas de solde. L'idée que je lis sur les réseaux, qu'il y a des soldes sur les actions, non, c'est non. Les soldes, elles peuvent aller à zéro. Hein,
et votre compte a moins… D'accord, donc on oublie l'idée de solde sur les actions. Donc, elle descend et on attend qu'elle remonte. D'accord? Et à partir de là, on peut acheter. Donc, c'est pareil. Et donc, ce qui s'est passé sur SpaceX, ça a été l'entrée en bourse était en mai 2012 et en septembre, il y avait une première entrée. Elle a consolidé à un moment donné, elle a cassé cette consolidation. Bingo, vous pouviez rentrer. Il y avait du volume. Oh, c'est mon truc, le volume. Et elle avait un beau volume dessus. Là, vous rentrez. Et je ne sais plus à combien c'était, mais bon, voilà. On y prend au départ, soit en long, voilà, à la structure, à la société. Non, alors il faut savoir qu'en fait, quand les entrées en bourse sont toujours surévaluées. Parce que les banques vont se faire de l'argent sur votre dos, sur le dos des particuliers. Donc, c'est pratiquement toujours le cas que les entrées en bourse descendent. C'est une bulle, justement. Nvidia, J'en sais rien. Moi, c'est surévalué. C'est sûrement surévalué. Après, Bucklebury, il est toujours en train de vendre, mais enfin, pour le moment, il a un peu craché son compte. Hein, donc, maintenant, il fait des newsletters payantes. Hein, donc, voilà, c'est ça. Donc, donc, voilà. Oui, moi, je suis très analyse technique. Et l'analyse fondamentale, j'ai pas assez d'éléments, je suis pas assez bonne pour donc je ne sais pas. Pour moi, je regarde les graphiques et les graphiques me disent énormément d'informations et c'est ce que je regarde et ça ça me… De quoi? Quand on dit surévalué. Ah mais moi j'ai pas dit que c'était surévalué, hein, j'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, parce que vous, pas spécialement Valérie, je ne m'en rappelle plus la suite. Mais au pluriel. Et donc, il n'y a pas que celui qui dit cette action est surévaluée qu'il a eu, d'autres aussi. Oui. Oui, moi, c'est ce que je dis. Après chacun. Oui. Alors, on va continuer, on en reparlera après pendant le break. Donc voilà, donc ce qui est important aussi, une stratégie, c'est de pouvoir reproduire ces résultats. Et en plus, quand vous avez une stratégie, c'est facile. Vous n'avez pas tous les matins à vous dire qu'est-ce que je vais faire sur le marché. Vous savez exactement ce que vous attendez, quel est le setup, la configuration que vous attendez. Donc, il faut beaucoup de patience, mais quand vous l'avez, vous savez exactement où entrer, vous savez où est votre stop loss et un objectif, vous l'avez et vous n'avez plus qu'à exécuter. On va passer à la suivante. Et ce qui est important aussi, c'est de se concentrer que sur les éléments que l'on peut contrôler. Et donc, sur ce qu'on a vu, ce qu'on peut contrôler, c'est l'entrée. Soit j'entre, soit je ne fais rien. C'est une position de ne rien faire parce que le marché n'est pas favorable. Quelquefois, ça m'arrive parfois où je ne comprends pas ce que fait le marché. Donc, quand je ne comprends pas, je ne fais rien. J'attends que… donc, comme je traite pas mal de marchés, parce que je suis en journalier, je passe sur un marché qui me parle. Mais si j'ai un marché qui ne me parle pas, je ne suis pas. Donc, je peux contrôler l'entrée, le stop loss et le risque. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est qui touche mon objectif. Je ne peux pas contrôler tous les mouvements adverses. Donc, il faut oublier tout ça. C'est vraiment de… Voilà, je mets ma position et c'est à la grâce du marché. Oui? Oui. Si, ça peut être break-even. En fait, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que je ne sais pas, je mets un trade, j'ai suivi ma stratégie, mais je ne sais pas quel va être le résultat. Et je dois avoir, et c'est ça le plus difficile, c'est comme ça que je vais terminer, avoir 0 attente sur mon résultat. C'est très compliqué. Donc, on va passer à la suivante. Oui. Dans la gestion de la position, ça veut dire que tu sais déjà la façon dont tu vas gérer ta position. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, tant qu'il n'a pas touché 1 pour 1, c'est soit il touche le stop loss,
soit il touche 1 pour 1. Et il n'y a rien entre les deux. Ce qui peut te dire, dès que je franchis 1 pour 1, je suis. À 1 pour 1, par exemple, je peux prendre 50% de la position. Mais après, je suis beaucoup dans l'action des prix. Je regarde beaucoup la vitesse à laquelle ça bougeait. Si je vois un marché qui bouge très, très lentement, là, je ne vais même pas attendre qu'il touche mon stop loss ou 1 pour 1. Là, c'est que il y a trop de résistance. Le marché, c'est ce que c'était dans le livre de Jess Livermore où il disait le marché suit toujours le chemin où il y a le moins de résistance. Donc, s'il progresse très, très lentement, il y a trop de résistance, il va se retourner. Donc, oui, je coupe et puis j'attends. S'il veut se retourner, je regarde à un moment donné, est-ce qu'il va se retourner ou pas. Et voilà. Quelquefois, il peut être en attente parce qu'il y a une news. Imaginons les taux de la Fed, c'est pendant 2-3 jours, le marché peut être complètement mort parce qu'il attend les taux de la Fed. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Un truc que je trouve difficile, c'est comment on gère toutes les respirations qu'il y a, parce que ça ne va jamais en ligne droite, il y a toujours des respirations. Et toujours la frustration d'avoir finalement à un moment donné remonté un stop loss pour essayer de sécuriser un certain niveau et de se faire taper alors que le cours continue de monter. Je laisse courir. Mais le jour où tu laisses courir, le truc il revient. Chaque fois que quand je coupe, en fait, il fallait laisser courir. Tu n'as l'impression d'être jamais face à… Voilà, c'est pour ça que personnellement, c'est tellement frustrant que j'ai fait des statistiques où, basées sur ma stratégie, sur mon entrée, mon stop loss et voilà. Après, je peux varier, j'ai un petit côté discrétionnaire, comme je dis, avec la vitesse. C'est-à-dire, à un moment donné, quand le marché vraiment part très, très bien, OK, je ne vais pas prendre une grande partie sur mon premier objectif. Je vais prendre peut-être que, voilà, juste bouger mon stop loss et laisser courir. Ou au contraire, il a été tellement pénible pour toucher mon premier profit. Alors, c'est bon, je ne laisse rien, je prends tout. Donc, il faut être un tout petit peu flexible là-dessus. C'est très variable d'un instrument à l'autre. Oui. Il y a des très volatiles et là, il y a des matchs. Voilà, alors ça dépend des marchés, ça dépend aussi des conditions. Là, actuellement, on est toujours en marché haussier, mais on le voit très bien, il monte et il redescend. Il monte un tout petit peu et redescend. C'est pas comme un exemple où il marchait très bien, c'était l'argent, c'était octobre, novembre. Alors ça, c'est… l'or, il avait fait des petites respirations, mais là, l'argent, c'était… voilà. Alors là, on voit très bien, c'est toujours haussier, mais en fait, quand il monte un tout petit peu, il recorrige. Il remonte un tout petit peu, il recorrige. C'est compliqué. Du coup, vous adaptez, c'est ce que je veux dire, votre stratégie avec le marché. On ne peut pas appliquer bêtement, c'est-à-dire là, je vais prendre vraiment mon premier profit parce que dès mon premier profit, il va recorriger. Donc, j'attends la correction et je rentre. Ce n'est pas utile d'attendre plus. On va faire… Ah ouais, non, pardon, je n'ai pas fait celle-là, excuse-moi. Alors, oui, les résultats de notre trade, c'est ça qu'il faut aussi vraiment, vraiment accepter. J'ai repris l'idée de variance avec ton podcast avec Stéphane Matteux, parce qu'avec le poker, c'est exactement pareil. Mais en fait, quand on a une série aléatoire, on peut avoir 5 profits et 3 pertes. Ou on peut avoir 5 pertes, 1 profit et on repart sur 3 pertes. C'est impossible de prévoir. Donc là aussi, il ne faut pas essayer de contrôler. La seule chose qu'on contrôle, c'est qu'au long terme, à la fin de l'année, on est positif. On va avoir des mois négatifs, des semaines négatives, des jours négatifs, des semaines, peut-être des mois négatifs. Le but, c'est d'avoir une année positive. Et on lâche prise là-dessus. C'est extrêmement important. Et donc, on doit accepter cette variance. Si on n'accepte pas la variance, on ne peut pas devenir trader. Ça va être absolument impossible. Impossible. Là, en condition de guerre aussi, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a un traité de paix, le lendemain, non. On dit le contraire. Il faut être vigilant par rapport à ça. Par rapport à la guerre en Iran, aux États-Unis. Ah oui. Oui, alors évidemment, oui, on va le voir d'ailleurs sur les événements externes qui jouent. Donc, il faut accepter la variance prochain.
Donc voilà, le PNL, j'ai pris sur Internet. Voilà, on peut avoir un profit, ça descend, on a une perte, génial, super, on est même allé au-delà de notre profit et de nouveau, ça repart. Donc l'idée, c'est exactement comme les graphiques, il nous faut une tendance haussière au long terme. Mais on va toujours avoir des creux et des corrections exactement comme les marchés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. La seule chose que l'on contrôle, comme je l'ai dit, c'est l'entrée, le stop loss et le risque. Et la gestion donc, du trade. Suivante. Alors, le graphique, je l'ai pris, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain qui s'appelle Michael Mauboussin, qui écrit des papiers très intéressants. Si vous vous intéressez sur l'investissement, c'est des papiers d'une quarantaine de pages, assez techniques, mais toujours passionnants. Et donc, il avait essayé de comprendre quelle est la part de compétence par rapport à la part de chance sur plusieurs activités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les échecs, c'est essentiellement de la compétence. Il y a pratiquement 0 chance. Pourquoi? Parce que sur un échiquier, vous avez toute l'information. La chance, ça va être comment votre adversaire va jouer les pions. Mais vous n'avez rien d'externe qui va arriver. Vous n'avez pas un président américain qui fait une annonce, ça ne va pas bouger votre échiquier, hein, ça ne va rien. Vous avez toutes les informations, elles sont là. Et après, vous êtes face à un adversaire. En général, quand vous êtes champion, vous êtes face à notre champion, vous avez étudié un peu ses tendances. Bon, évidemment, il est malin, il ne va pas obligatoirement, il va pas jouer toujours de la même façon. Mais c'est quand même essentiellement basé sur la compétence. Le sport aussi, sur le tennis, c'est pareil. Et puis après, c'est pourtant du sport, hein, mais de plus en plus arrive la chance. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent. Vous avez dans le foot, c'est pas comme le tennis. Il y a 2 équipes avec c'est 14 joueurs. Je suis trop nulle en foot. 11. Bon, mon Dieu. Bon, voilà. C'est pas trop moi. Bon, alors. Ah, très bien. Donc voilà, 11 joueurs. Donc ça fait qu'on a ça fait énormément d'informations entre l'interaction entre 22 joueurs. C'est la question dans ce cas-là pour le sport, comme vous dites, il y a une part de chance. Et comment ils font les bookmakers pour les cotes? Et ils tombent pile poil? Oui, alors pile poil, c'est exactement comme le trading, c'est comme ceux qui nous disent qu'ils sont toujours gagnants. Moi, je veux voir leur book, leur record, leur relevé pour voir s'ils sont gagnants à tous les coups. Ça me paraît. C'est exactement comme le trading, comme le poker, comme un certain nombre de choses comme ça. C'est toujours au long terme, s'ils sont bons, ils sont gagnants, mais sur du court terme, ils sont perdants. Voilà. Ouais. C'est juste que c'est le broker. Voilà, c'est ça. En fait, si tu paries sur les deux, lui, il gagne des chances de gagner. Oui. Voilà, c'est comme les market makers. Oui. Un peu de loi de Kelly et tout, c'est bon. Oui. Donc voilà, et nous, on se retrouve donc ici où on a une grosse partie de chance, c'est-à-dire de variance. Donc on peut être extrêmement compétent, et c'est là aussi il va falloir c'est très difficile, hein, parce que j'ai régulièrement des personnes qui me contactent en me disant qu'ils ont été des entrepreneurs avec beaucoup de succès, et donc ils pensent qu'ils vont extrêmement bien réussir en trading. Ça peut être des gens extrêmement brillants, mais ce n'est pas obligatoirement le cas, parce qu'il va falloir accepter toute cette part de variance. Et donc, on peut être extrêmement compétent, mais à un moment donné, même les meilleurs traders au monde, c'est très intéressant, moi je conseille à tout le monde, c'est d'écouter les podcasts, plus que de chercher des nouvelles stratégies gagnantes, écoutez les podcasts, on apprend plein de trucs. Et Jacques Schwager, il vient de sortir son 6e bouquin d'interview des magiciens des marchés.
au mois de juin. Là, il vient juste de le sortir il y a une semaine. Oui, Market Wizard, oui, il vient de sortir le 6e, donc je vous recommande. Et donc, c'est très intéressant. Hein. Ils peuvent tous, ils peuvent dire, ils ont des moments où ils ont énormément perdu. Et ça, pendant plusieurs mois, quelquefois, c'était sur 6 mois ou autre. Mais ils ont la résilience et la confiance en eux pour s'y remettre. Donc, voilà. Donc, nous, on est face donc, à la variance. On passe. Alors, face à la variance, là, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais voilà, la première chose, c'est quand le marché change constamment. Donc, comme je l'ai dit, à un moment, le marché peut être vraiment en tendance haussière, et puis après, il continue en tendance haussière, mais c'est beaucoup plus avec beaucoup plus de corrections. Donc, dans notre stratégie, je dois la faire évoluer en fonction du contexte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire je ne peux pas chercher le même type de profit suivant. Hein. Quand c'était l'argent, là, je pouvais laisser et j'avais plus qu'à bouger mon stop loss. Sur le marché actuel qui fait un paquet de corrections, mes profits sont beaucoup plus petits. Donc, vous devez tenir en compte le contexte. Le problème aussi dans la variance, c'est qu'on a trop d'informations et énormément de participants. On pense aux banques, aux traders et autres, mais il ne faut pas oublier que sur les marchés, on a toutes les entreprises. Moi, je suis une entreprise d'export, je vais aller sur les marchés pour bloquer, si j'ai un contrat sur 3 mois, je vais bloquer pour le taux de change, sinon ça va être peut-être un contrat qui n'est pas rentable. Si par exemple je fabrique du blé, de la farine de blé pour les boulangers, là aussi je vais me protéger contre les fluctuations du blé. Donc il n'y a pas que les banques, les spéculateurs ou les fonds, il y a aussi tous ces intervenants. Donc c'est énormément de personnes qui sont sur les marchés et on ne peut pas savoir quelles sont leurs intentions, combien de temps ils vont rester dessus, combien ils ont misé. Donc, c'est ça qui rend le trading extrêmement complexe. Donc, là aussi, on doit accepter de prendre des décisions sur de l'information qui est complètement incomplète. Si j'achète un appartement, j'ai énormément d'informations. Enfin, j'ai pas tout. Il faudrait que j'y passe une nuit pour savoir si le voisin du dessus, c'est un emmerdeur qui fait du bruit toute la nuit, mais sinon, en grosso modo, j'ai le quartier, je vois l'état de l'appartement, etc. J'ai peu de surprises. Là, le trading, c'est différent. Et en plus, je ne parle même pas des fausses informations. Donc, je dois utiliser 3 critères essentiels. Bon, moi, je mets 3 critères pour moi parce que ce n'est pas la peine d'en mettre trop pour rentrer dans un trade. Déjà, savoir la tendance et puis après, ça va dépendre. Moi, ça va être la localisation par rapport au support, résistance, etc. Donc, tout ça, c'est basé avec, vous le faites avec des statistiques, trade passé et backtesting. Okay. Après, on en parlait tout à l'heure sur les événements extérieurs donc non prévus et qui peuvent avoir un impact important. Alors ça, c'est extrêmement frustrant, surtout dernièrement avec le président américain où on a un trade super positif et dans la quart de seconde, il a touché le stop loss. Donc, on peut se faire avoir une première fois. Maintenant, il est là, président pour 4 ans. Donc, si vous acceptez de vous faire avoir à chaque fois, ça, c'est votre décision. Soit vous développez une stratégie de dire, OK, eh bien, à un moment donné, je protège au fur et à mesure mes profits pour ne pas me faire à chaque fois avoir pour une décision qui est prise pratiquement toujours le dimanche. Donc voilà. Donc, il faut prévoir le pire scénario et avoir des critères donc, pour gérer les trades. Et aussi, ce qui est compliqué dans le trading, c'est que les prix changent toutes les microsecondes. Quand on fait de l'investissement, ce n'est pas très grave. On peut même se dire, OK, je prends le temps de regarder encore un petit peu et puis je prends ma décision demain. Ça ne va pas énormément changer. Alors qu'en trading, et ça, je le vois beaucoup avec les débutants, ils attendent des confirmations et des confirmations et des confirmations et des confirmations. Sauf qu'à un moment donné, votre profil est comme ça, ou c'est juste au moment où vous rentrez, le trade se retourne.
Donc, à un moment donné, vous avez tous vos critères, vous rentrez, et c'est à la grâce du marché. Suivant. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que sur un trade, nos compétences, notre stratégie, c'est que ça. Tout le reste, c'est de la chance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai aucune possibilité de savoir si ça va être positif, s'il va toucher mon stop loss, si ça va être un gros profit, un petit profit. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais développer mes compétences et toujours avoir une bonne stratégie. Et dans ce cas-là, je bats la chance au long terme. En fait, c'est l'espérance et la variance en matin. Voilà. Si on suit l'égalité de Benjamin Bichette et tout, c'est exactement ça. Voilà. Ah oui, tout à fait. L'espérance, oui, oui. Ouais, ouais. C'est divisé par égaux carré, en fait, la variance. Alors oui. Voilà. Mais ça, il faut accepter parce que ça sert à rien de se mettre en pétard parce qu'on a une perte, parce que c'est essentiellement dû à la chance. C'était impossible de prévoir, oui. À partir de combien de trades on estime que c'est représentatif? Oui, 30, mais en fait, compte, plus vous avez, voilà, à partir de 1000 trades et autres, vous avez, voilà, vous voyez. Mais pour développer une stratégie, en backtesting, vous commencez juste avec 20 trades en backtesting, ça suffit. Et puis après, vous, non. D'accord. Moi, je reprends c'est Linda Rashki qui en parlait, donc je reprends son. Voilà. Donc, à partir de combien plutôt? D'accord, 1000. Voilà, donc en trading algo, c'est 1000. Voilà. Voilà, mais disons, commencez au moins avec une centaine. Au moins avec une centaine, ça vous donne une idée. Et après, quand vous le mettez en réel, vous tradez 0,1% de votre compte. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas. Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas comment gérer, puisque c'est nouveau, c'est une nouvelle stratégie, vous ne savez pas. Donc, il va falloir voir comment ça se passe. Et donc, mettez juste. Vous êtes là pour tester une stratégie. Donc, ce n'est pas la peine de commencer avec 5% du compte. Hein. Vous commencez tout petit. Ça tient, ça tient. OK, vous augmentez, vous augmentez. Le trading, c'est du long terme. Hein. On est là pour des années. Vous avez des questions sur cette partie-là? Je crois que c'était la fin. Non. Alors, on va passer à la suivante. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi tradez-vous? Voilà, pour gagner de l'argent. OK. Alors, je dirais, pour gagner de l'argent, je ne sais pas, moi, faire des petites vidéos sur TikTok, c'est quand même plus facile. On peut se gagner quand même pas mal d'argent. Il n'y a pratiquement pas de risque de perte. Voilà, j'ai même vu un reportage il y a 2 jours là, aux nouvelles où maintenant avec l'intelligence artificielle on peut faire des petites vidéos hyper rapides, il y a des petites vidéos rigolotes et ça on gagne énormément d'argent. Donc pourquoi le trading? Le plaisir de la connaissance, de la compréhension du marché. D'accord. Moi je trade depuis 12 ans. Voilà. Au début j'étais en panique totale quand je prenais mes trades, je pense que tous les débutants, et maintenant je suis vraiment aguerri et enfin, c'est un plaisir de trader. D'accord, voilà, il faut aimer les marchés, oui. Et surtout baisser l'effet de levier. Voilà. Au début, en fait, on prend trop de levier. Je pense que j'ai claqué à cause de ça. Et quand j'ai compris qu'il fallait baisser au maximum le levier, après ça a changé. Voilà, donc la suivante. Très bon retour. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que en fait, quand on a, surtout avec toutes les propres firmes qui vous font un petit peu rêver, il y en a beaucoup qui ouvrent, qui essaient d'avoir un compte avec les propres firmes, alors qu'ils sont totalement débutants, pensant qu'ils vont devenir riches rapidement. Alors, je crois que ça n'existe pas. Peut-être le loto, je ne sais pas. Mais il n'y a pas beaucoup je ne vois pas d'activité où on va gagner rapidement. Donc, c'est là où il va falloir vraiment savoir si le trading, c'est vraiment ce qui nous convient. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Donc, la suivante. Donc, ce que je viens de dire, c'est de découvrir pourquoi le trading est important pour nous.
Et après, on va définir quel est l'objectif. Est-ce que vous tradez pour juste un complément de revenus ou pour devenir juste trader à temps plein? Ça va être totalement différent. Les objectifs sont totalement différents. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, je disais au contraire que parmi les objectifs, c'est on espère tous devenir un grand et un gros trader. D'accord, de devenir un excellent trader, oui. Voilà. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en indépendant. Dans ce cas-là, on n'est pas, c'est pas un complément de revenu, c'est de devenir, voilà. Ok. À la suivante. Alors l'idée, bon alors normalement c'était interactif, hein, bon tant pis. Hein. Mais l'idée, c'est, imaginons que le trading, eh bien, c'est de devenir indépendant, c'est de plus avoir à aller tous les jours au bureau, d'être son propre patron et d'avoir une superbe maison sous les cocotiers et faire du surf toute la journée. Donc, et ça va être grâce au trading. Donc ça, c'est mon rêve. Le problème, c'est que quand je vais commencer à avoir des pertes, eh bien, dans ma tête, mon rêve va être un petit peu retardé. Ça va être frustrant. Prenez, c'est un peu comme un gamin. Vous lui avez promis de faire une cabane, et puis il va dire, bah non, bah là, il fait chaud, donc on va attendre septembre. Et puis à la fin, bah, il n'a jamais eu sa cabane, donc il va être extrêmement déçu. Mais on reste un peu un petit enfant, hein, quand même, en fond de nous-mêmes. Et donc, plus le trading devient compliqué, plus on devient perdant, et plus le rêve s'éloigne. Et ça va être compliqué pour nous à accepter. Et la suivante. Et donc, notre humeur, elle va être toujours en fonction entre la déception et l'espoir. J'ai un gain, génial, je me rapproche un peu de mon rêve. J'ai des pertes, et en général, ça va souvent en série de pertes. C'est la déception, c'est le retard. Et donc, je vais plus trader le marché, mais je vais trader mes émotions. Et ça va être compliqué. On dit souvent trader sans émotions, mais c'est pratiquement impossible. Oui. Oui, mais sauf, comme j'ai dit, à partir du moment où vous avez une stratégie et que vous l'avez... Moi, j'ai été loin où je pourrais presque automatiser ma stratégie puisque j'ai ma gestion, je sais ce que je dois faire en fonction. Donc, et à chaque fois que j'ai terminé un trade, je le mets dans mon tableau Excel et du coup, ça met à chaque fois à jour toutes mes statistiques automatiquement. Et donc, je vois où j'en suis. Voilà, vous mettez des notes, mais je vous conseille de mettre sous forme de statistiques. Vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on a des idées. Par exemple, je tenais tout à l'heure l'exemple de prendre la moitié des profits quand on a fait du 1 pour 1. C'est pas gagnant. Ce n'est pas gagnant. En manuel, c'est surtout pour les hommes, il devient enceinte. Oui, alors je n'ai pas... En manuel, oui. On traite en manuel, les hommes deviennent enceintes avec un gros ventre. Oui, alors je vais rester, puisque nous sommes plusieurs femmes. Honnêtement, j'ai été enceinte plusieurs fois dans ma vie. Je n'ai pas perdu obligatoirement tout contrôle de moi-même. Hein, donc, on va... donc, voilà. Oui, mais l'exemple de la femme enceinte, donc voilà, on va passer outre. On va à la suivante. Donc, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va se dire, OK, ben, mes stop-loss sont touchés régulièrement. C'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure de chasse au stop-loss. Hein, et on va se dire, ben, on va les supprimer. Ou on va se dire, ben, je ne traite pas assez. Il faut, parce que j'ai pas... moi, par exemple, donc, je suis en journalier, donc ça ne fait pas énormément de trades dans le mois. Donc, pour me rattraper, c'est beaucoup plus long. Alors que si je faisais du scalping ou de l'intraday, me rattraperais plus rapidement. Ou alors je me dis, alors ça c'est un grand classique, ma stratégie elle ne fonctionne pas. Le problème c'est que la stratégie elle fonctionne en fonction d'un certain type de marché. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure sur
sur la variance, votre stratégie, elle marche à un moment donné sur un type de marché. Et c'est là où vous allez faire le plus de gains. Et vous devez l'adapter. Et puis après, alors ça, c'est un grand classique aussi avec les débutants. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Il y a un trader qui a dit on ne traite pas les lundis. Donc, je ne traite pas. Et vous gobez le truc et vous ne tradez pas. Vous n'avez même pas regardé si par hasard vous n'aviez pas fait des gains ces jours-là. Hein. Peut-être que c'était là justement où vous faisiez plus de gains. Même pas. Et donc, le problème, c'est que tout ça, ce sont des mauvaises décisions. La suivante. Donc, je reviens toujours pareil, hein. Je pense qu'à la fin, vous allez retenir. Vous devez tester toutes vos idées statistiquement. C'est vraiment la seule chose pour lutter contre les biais et les émotions. La suivante. Parce que tout ce que vous avez vu au-dessus, c'était des mauvaises conclusions. Est-ce que votre stop-loss, effectivement, était toujours touché? Oui, non. C'est souvent, on a une impression, mais ce n'est pas vrai. La suivante. Donc, c'est toujours le problème, c'est que souvent, on ne traite pas le marché, mais on traite notre rêve ou nos attentes. Voilà. Imaginons, je traite pour arrêter d'aller au bureau tous les matins et de me taper 2 heures de métro. Et plus j'ai de pertes, plus c'est frustrant et plus je vais prendre sûrement de mauvaises décisions. Sauf que le marché, il n'est pas là pour me satisfaire. Le marché, il fait son petit bonhomme de chemin. Il n'est pas là pour réaliser mon rêve. Donc, toujours pareil, vous devez avoir votre stratégie et qu'elle soit profitable. La suivante. Alors, le problème avec les mauvaises décisions, c'est que comme vous avez des attentes, quand vous allez faire des analyses, vous allez utiliser le fameux biais de confirmation. C'est-à-dire au moment où le marché commence à se retourner contre vous, dit non, mais là, ça va aller parce que la dernière fois, je m'étais pris ma perte, c'était idiot. Après, le marché était reparti. Donc, je ne prends pas ma perte et autres. Donc, je n'analyse même pas. Je fais juste un biais de confirmation. Évidemment, vous prenez une perte. Donc, ça va être la colère. Vous vous dites, OK, il va falloir que je rattrape mon trade. Vous passez dans l'overtrading. Et l'overtrading, ça vous fait encore plus de pertes, la frustration, et souvent arrive la paralysie, c'est-à-dire vous ne savez plus parce que vous avez peur d'avoir encore une nouvelle perte. Donc tout ça, c'est un engrenage et autres. Donc je pense que vous avez compris que la stratégie est assez essentielle. Oui ? Est-ce que vous pouvez expliquer le biais de confirmation en fait, comment il se fait ? Le biais de confirmation, c'est exactement comme si on a des œillères. Et je veux regarder que ce qui confirme mon opinion. C'est-à-dire que je suis à l'achat, il y a une grande bougie rouge qui arrive. Je dis non, c'est bon, ça va repartir. Ça va repartir. Pourtant, la bougie rouge, c'est une grande et elle est rapide. Donc, mais je me dis non, je veux pas, je continue. C'est vraiment d'avoir des œillères. Je refuse toutes les informations qui sont contraires à mon opinion. C'est en fait avoir raison contre le marché. Ça. Oui, enfin c'est juste, oui, hein? C'est une forme d'égo. Oui, d'égo. C'est surtout qu'on a surtout en fait très peur. D'avoir tort et qu'on veut se protéger. Vous parliez d'ego, oui, c'est ça, oui. On protégeait notre ego et des pertes encore. Donc, c'est le cas aussi quand vous achetez quelque chose, je ne sais pas, par exemple, vous avez acheté Nvidia et vous le dites à tous vos copains. Et puis, c'est là où ça tombe. Et donc, là, les copains disent, alors, tu as toujours Nvidia. Donc, c'est difficile après de faire le malin, de dire oui, non, mais j'ai lu plein de rapports, ça va remonter, tout est bon, il n'y a pas de bulle, c'est bon, etc. Donc, et là, on ne va prendre que, par exemple, les experts qui vont confirmer que Nvidia, c'est pour la vie. Donc, oui. Au-delà de la stratégie, j'imagine qu'il y a aussi la question du temps. Pour ceux qui, c'est pas mon cas, mais pour ceux qui traitent depuis 5 ans ou 10 ans,
est-ce que la gestion des émotions et la dimension émotion finit par Ça descend, naturellement parce que Oui, on a tellement été confronté à plein de trucs, à plein de situations. Oui, bah c'est la résilience, hein, c'est pareil, c'est comme beaucoup de choses erronées. Ça se Oui, améliore avec le temps. oui, on devient beaucoup plus résilient, c'est normal. On est beaucoup plus résilient, mais il faut faire attention, ne pas être trop résilient à un moment donné. Parce qu'il faut être capable de prendre des décisions. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, parce que bon, parce qu'une perte, on apprend assez vite. Ce qui est très dur, c'est d'avoir une série de pertes. Et donc là, bah, c'est dans ce que tu dois faire avec les algos, c'est le risque de ruine. De savoir si une stratégie est toujours valable ou pas. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais fait des statistiques et ça me rassurait parce que je pouvais avoir jusqu'à 8 pertes d'affilée. Et je savais qu'en moyenne, je récupérais au bout de X semaines mes pertes. Sauf qu'à un moment donné, là, je suis arrivée à 12 pertes d'affilée. Et là, j'arrivais plus à remonter. Donc, cette stratégie ne fonctionnait plus. Donc, on fait des calculs de risque de ruine d'une stratégie. Voilà. Mais Si tu risques 10%, tu perds 10 fois. oui, aussi le risque. La suivante. Donc voilà, c'est tout ce qui est l'engrenage avec les biais et les émotions. La suivante. Alors la troisième question, et ça c'est très important, c'est est-ce que mon environnement me permet d'atteindre mon objectif ? Votre environnement, ça veut dire si vous travaillez à plein temps, que vous avez en plus 1 heure de métro ou de transport, vous rentrez, je ne sais pas, à 7 heures du soir, vous dînez, ça va être compliqué peut-être de faire du scalping. Vous êtes quand même un peu lessivé de votre journée. Vous êtes jeune marié avec des bébés, ça va être aussi assez compliqué. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans votre environnement. Donc la suivante. Donc le problème, et on le voit avec tous les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans un musicien, je vais reprendre le joueur de poker ou de tennis et autres, pour atteindre un objectif, surtout pour devenir un très grand trader, il y a un prix à payer. Et plus on veut devenir un très grand trader, plus le prix à payer est élevé. C'est-à-dire, ça va être de se consacrer à 100% sur le trading. La suivante. Donc voilà, il va falloir mettre les priorités. Si vous avez un travail à plein temps, ça va être très difficile de faire du scalping ou de la trader. Donc vous pouvez faire comme moi du swing trading, c'est-à-dire regarder plusieurs marchés, vous adapter et regarder le soir et puis mettre des positions la nuit. Pareil, si vous avez une famille avec de jeunes enfants, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps parce qu'il va falloir aussi du temps pour étudier. On continue toujours à étudier. Hein. Élaborer votre stratégie, la modifier, continuer à la tester, ça prend du temps. Et puis en plus, un bon capital de départ. Donc là aussi, vous avez une famille, peut-être que vous voulez acheter une maison. Là, quelle est la priorité? C'est l'acheter d'un appartement ou mettre le capital pour le trading. Donc tout ça, ça va créer des conflits aussi au niveau des émotions et des biais. Toutes ces contraintes. Parce que de se dire, OK, je pars avec 5 000 €. Bon, alors, dans le nouveau bouquin de Jack Schwager, il y en a un qui est arrivé, je crois, avec 5 000 $. Il a fait, je ne sais plus, 50 millions de dollars. Mais c'est un peu des Mozart. Voilà, des exceptions. C'est très compliqué et en général, c'est des jeunes qui ne font ça que toute la journée et qui sont capables aussi de prendre des très gros risques, de perdre tout le capital, d'aller faire Uber le week-end pour récupérer du capital, pour le remettre, pour recommencer. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, vous devez vraiment prendre en compte vos contraintes dedans, parce que sinon, ça va jouer aussi sur donc toute votre psychologie et sur vos décisions. La suivante.
Donc, pour vraiment réussir, il va falloir beaucoup de temps pour étudier les stratégies, etc. Il vous faut du capital. Plus vous avez de capital, plus c'est facile. Parce que si c'est que du capital que vous avez à perdre, voilà, si vous n'avez pas besoin de ce capital pour en vivre, c'est vraiment beaucoup plus facile. Hein, si c'est juste pour, voilà, pour faire un revenu autre. Et puis, je dirais beaucoup de motivation. Hein, ça qui est compliqué. La suivante. Et donc, on doit ajuster notre environnement à notre ambition. Donc, c'est à vous de voir. On peut très bien travailler à plein temps et faire trader en hebdomadaire. Par exemple, moi, les actions, je regarde en hebdomadaire, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup moins de bruit. Et dans ce cas-là, ce que je regarde, c'est tout le SB 120, ça fait déjà 120 actions, et le stock 600. Donc, plus je regarde l'or, l'argent, le pétrole, le bitcoin, etc. Donc, ça me fait à peu près 750 marchés. C'est rare que je ne trouve pas quelque chose dans le week-end. Alors là aussi, ça me prend du temps. Parce que là, si vous avez aussi une famille, ça va être compliqué de dire je vais passer 3-4 heures à regarder mes 750 opportunités. Mais c'est possible de faire comme ça. Donc, c'est à vous d'ajuster. Ne pensez pas voilà, de faire du scalping. Quand vous avez eu une très grosse journée, ça va être compliqué. Ça veut dire en plus faire du scalping que sur la session, par exemple, américaine. Ou aussi, j'ai des clients en coaching qui me disent « Oh, bah, j'ai quelquefois du temps libre, donc je vais faire du scalping le jeudi matin. Et puis, la semaine prochaine, ça sera plutôt le mardi après-midi. » Alors là aussi, vous oubliez. Parce que le marché, le matin, c'est le marché européen, avec la fin de l'Asie. Là, à 2h, 3h, ça va être toujours la fin des Européens, mais les marchés américains. Et après, à partir de 6h, ça va être les marchés américains. Dans la nuit, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes comportements, ce n'est pas les mêmes traders, ce n'est pas les mêmes, etc. Donc, vous devez vous spécialiser dans un marché et dans une unité, dans une partie de temps. Alors, moi, je suis passée à l'analyse technique. Après, je regarde, je ne vais pas, par exemple, puisque je ne fais pas j'en fais pas, je ne dis pas zéro, mais je fais peu d'analyse fondamentale. Par exemple, je ne vais pas faire les small caps parce que c'est trop volatile et il va falloir que je regarde les nouvelles et c'est trop compliqué. Donc, dans les mid cap et big cap, c'est dans les actions. Là, après, j'aurais plus qu'à regarder si effectivement les résultats vont sortir ou autre. Il y a toujours des nouvelles, mais c'est beaucoup plus gérable. Est-ce qu'une organisation qui consiste à dire je me concentre sur 9h, 11h le matin sur la session européenne et 15h30, 17h30 l'après-midi, quand on est en France sur la session américaine, une organisation de ce type-là est en dehors de ces fenêtres-là, qui sont celles de liquidité, oui. Je ne regarde pas, même s'il peut y avoir des opportunités. Moi, ça m'est arrivé de voir des opportunités hyper intéressantes en dehors et finalement, beaucoup de bruit dans ces deux fenêtres-là. Est-ce qu'une organisation comme ça oui, parce qu'après, avec l'expérience, si vous voyez qu'effectivement, il y a… Parce qu'à un moment donné, on sent un peu le marché. C'est ce que je disais, c'est-à-dire à un moment donné, quand le marché se retourne un peu contre moi, mais c'est vraiment très doucement, ça va, je vais pas être en mode panique, c'est bon, il est en train de corriger, c'est bon, c'est OK, je le laisse. Donc, c'est à vous, à un moment donné, à force de regarder les graphiques et autres, eh bien, effectivement, il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, vous avez une stratégie principale et puis de profiter de temps en temps, quand vous avez une opportunité, bien sûr. Ce serait dommage de ne pas en profiter, mais ça, c'est avec l'expérience. Et avoir une discipline de ce type-là, ça peut fonctionner sur le long terme. Oui, c'est-à-dire comme on dit, vraiment votre gagne-pain, c'est votre principale stratégie. Et puis à côté, de temps en temps, vous vous amusez sur d'autres marchés quand il y a des opportunités. Oui, c'est totalement faisable, oui. Je pense qu'il faut vraiment être
c'est facile à agir, mais à faire, à pratiquer, c'est le plus dur. Oui, mais alors il faut être assez flexible. Par exemple, on a les tacos de trade. Bon, ça c'est nouveau. Hein. On s'est pris une banane avec, enfin bon, personnellement, avec les droits de douane, et je pensais que ça allait encore un peu s'effondrer. Puis là, c'est reparti. Bon, bah ok, je me suis fait avoir une fois parce que j'ai loupé le redémarrage. Maintenant, bah, je suis à peu près au courant que c'est un taco trade, donc ça ne fait pas partie de ma stratégie principale. Mais quand j'ai une annonce et que je sais que c'est un taco trade, je vais le trader, c'est annexe. Et ça va être pour les 4 ans de la présidence. Il ne reste plus. 1 an, oui, 2 ans et demi. C'est la mi-terme en mois de novembre. Ouais. Donc voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir en fait, vous avez dit, on parlait tout à l'heure de la phase de Dieu, on a les deux liens, après on arrive à la dernière phase qui est la paralysie. Comment on en sort de la paralysie? Eh ben, alors comment on sort de la paralysie? En fait, c'est compliqué, c'est de réduire son risque. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois que vous mettez votre position à 1%, eh bien, vous redescendez à 0,5. Vous n'arrivez toujours pas à cliquer, vous descendez à 0,2. Vous n'arrivez pas à cliquer, 0,1. Même 1 euro. Le truc, c'est d'arriver à recliquer. Vous redémarrez et autres. Et puis là, vous reprenez confiance. Et vous pouvez redémarrer. Redémarrer. La suivante. Voilà. Pardon. Je vous remercie. Et puis, voilà, il y a tous mes contacts. C'est la suivante. Voilà, vous pouvez me contacter, je réponds toujours à tout le monde. En fait, une fois que vous avez perdu le 1% de risque, vous faites quoi? Eh ben, on remet, si on suit sa stratégie, de perdre 1%, c'est rien, on dort la nuit. Oui, voilà, c'est exactement ce. Oui, bah oui. Oui, puisqu'on a une stratégie qui est. Donc, l'idée, voilà, ce que je voulais terminer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup, si on n'a pas de stratégie, je pense que vous l'avez compris, c'est là où on a essentiellement tous les biais et les émotions. Donc, là, c'est la première partie, c'est la base. À partir du moment où vous avez une stratégie, et en fait, quand il y a un décalage entre les résultats que vous devriez avoir et vos résultats à vous, c'est là où arrive vraiment la psychologie. Et donc ça, on pourrait le faire dans une deuxième partie. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais la première étape, c'est vraiment de voir ce qu'on a vu, d'avoir une stratégie, de savoir quelles sont vos attentes et je ne sais plus quel était le dernier point, de votre environnement. Voilà. Oui. Que dites-vous de ces gens-là qui ne font pas du backtesting, mais plutôt analysent leur stratégie en fonction de périodes? Par exemple, ils traitent directement pendant 3 ou 4 mois, et après ils vont voir les résultats pour juger leur stratégie. Ça revient comme un peu du backtesting. La seule chose, c'est qu'au lieu de le faire en réel, ils le font pendant 3 mois. Tester leur stratégie pendant 3 mois, ils le font en réel au lieu de le faire en. Donc, je reprends, parce que là, je parlais tout à l'heure de Linda Rajki, ce qu'elle disait, mais c'est donc pas suffisant, mais c'est de faire 20 en backtesting, 20 en démo, et après, commencer tout petit en réel. Mais c'est mieux, effectivement, de commencer au moins, voilà. De toute façon, plus vous faites du backtesting, plus vous allez être confronté à des situations. C'est-à-dire que, alors moi, je le fais manuellement, mon backtesting, parce que ça me permet de voir exactement. Avec TradingView, c'est bien, on lui dit, tiens, tu me mets au 1er juillet 2014. Et là, je le fais dérouler comme ça. Et ça me permet de voir vraiment en réel, presque en réel, ce qui se passe. Ce qui me manque, c'est les news, mais je pourrais les retrouver. Voilà. Merci. Merci, bravo Valérie.